Dans quelques mois, les meilleurs amateurs du monde se retrouveront au Golf National et à Saint-Nom-la-Bretèche pour les championnats du monde amateurs par équipe. Dans ce nouveau podcast, la Fédération française de golf nous plonge dans les coulisses de l'épreuve. Bienvenue dans mon jour de gloire. Dans ce 4e épisode, c'est l'une des plus grandes championnes de l'histoire du golf tricolore qui est notre invitée. Membre de l'équipe de France victorieuse de la première édition des mondiaux féminins en 64, seule joueuse amateur à avoir remporté l'US Open 3 ans plus tard, vainqueur également du British Amateur et de l'US Amateur en 69, c'est Catherine Lacoste que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Catherine, ça fait aujourd'hui 57 ans que l'équipe de France a remporté ses tout premiers championnats du monde amateur qui se jouaient chez nous à Saint-Germain-en-Laye. Tant d'années après, est-ce que les souvenirs de cette épopée sont toujours aussi forts ? Tout à fait, sans aucun problème, j'ai l'impression d'y être encore. Vous n'étiez âgé alors que de 19 ans quand ont débuté ces mondiaux, le 1er octobre 1964. Sur votre site internet, vous déclarez « Je commençais tout juste à jouer au niveau de ce genre de championnat ». Alors quel a été votre parcours dans les années qui ont précédé cette épreuve ? Mon parcours a été beaucoup plus lent que la plupart des choses actuelles en tout cas. J'avais encore 24 de handicap à l'âge de 13 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un merveilleux homme qui est Jean Garial, qui est encore aussi un des grands tricologues, son père était mon professeur, et lui a eu la gentillesse de jouer aussi des alliances avec moi, ici à Chantaco, me présenter des grands joueurs comme Sébastien Miguel, etc., Angel Miguel, et beaucoup d'autres. Et grâce à ça, il m'a donné d'ailleurs mon putter avec lequel j'ai gagné tous mes championnats, qui est un Golden Goose, et j'ai toujours gardé, j'ai jamais changé de putter, ce qui est assez extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs au monde qui ont gardé leur putter pendant toute leur carrière. Et donc j'ai joué en fait tranquillement, je jouais à Chantaco, je jouais pendant les vacances jusqu'à l'âge de 16 ans. À partir de 16 ans, j'ai joué un petit peu plus, d'abord avec l'équipe junior, et puis ici l'été, et puis à La Boulie, j'allais taper des balles avec Raymond Garial qui était là pendant l'hiver. Donc, mais je jouais vraiment relativement assez peu. J'ai quand même entre 13 et 16 ans, j'ai descendu de 24 à 6 de handicap à peu près. Puis à ce moment-là, ça s'est un petit peu accéléré. J'ai continué mes études de baccalauréat, donc je n'avais pas tellement de temps non plus de jouer au golf à Paris. Évidemment, il y a eu aussi, ça c'est plus tard, Saint-Nom-la-Bretèche, mais ça c'est à Paris plus tard. Et puis, 18 ans, je commençais à jouer quand même relativement bien, et à tel point que la Ligue, qui m'avait vu jouer dans des championnats, m'a demandé de faire un match sélection avec Odile Semling, Garial, qui était l'épouse de Jean Garial pendant quelques années. Et puis, c'est passé un mois avant le championnat du monde, à Saint-Germain, et j'ai eu la chance de gagner ce match sélection avec beaucoup d'émotions. Je regrette beaucoup pour Odile, qui était aussi une merveilleuse joueuse, mais je l'ai gagné et j'ai faisant des scores très corrects. Donc j'ai été sélectionnée avec évidemment la grande Brigitte, grande Bibiche et Claudine, et qui était évidemment sans aucune discussion. J'ai été entre-temps aussi, entre les deux épreuves, j'ai été jouer le championnat de Grande-Bretagne où j'ai vu aussi Bibiche gagner, ce qui était merveilleux. Et puis, bon, moi j'ai battu Carol Sorensen, qui était une des grandes américaines. Enfin, j'ai pas été très loin non plus. Et puis, nous sommes arrivés au championnat du monde au début octobre. Alors, avant ce championnat du monde, on va revenir un peu sur votre histoire à vous, Catherine. Vous êtes la seule fille d'une famille de 4 enfants, d'une grande famille de sportifs. Votre père, René Lacoste, a été un très grand champion de tennis dans les années 20 et 30. Et votre maman, Simone Thion de la Chaume, a été la plus grande golfeuse française à la même époque. Alors, est-ce que vous, quand vous étiez enfant, votre cœur a balancé entre le tennis et le golf ? Enfin, j'ai pas hésité, j'ai joué aux deux. J'ai joué un petit peu au tennis aussi, même comme presque préparation physique pendant l'hiver. Je voudrais dire en dehors que je crois que maman a été la première, surtout française, à se détacher des autres. Il n'y avait pas eu d'autres françaises avant, donc elle a été jouée, d'abord gagné le Girls et ensuite le championnat de Grande-Bretagne, ce qui est évidemment merveilleux, et très jeune aussi. Et mon père aimait beaucoup le golf, il a eu 6 handicaps. C'était un passionné de technique, comme vous le savez, autant au tennis qu'en golf, mais il adorait Ben Hogan, par exemple.
Et il a étudié beaucoup le geste de Ben Hogan. Il a beaucoup travaillé à mon swing, à ma technique. Mais il ne me faisait pas parvenir directement, mais à travers Raymond Garayal, qui savait me l'expliquer d'une façon beaucoup plus simple. Et donc, il a quand même beaucoup dirigé mon golf. Je crois que lui aimait beaucoup le golf et trouvait que c'était beaucoup plus agréable comme sport pour une fille que le tennis. Et maman, évidemment, était très contente, mais elle ne s'occupait pas de ma technique. Par contre, elle m'a accompagnée dans la plupart de mes championnats et a été une merveilleuse compagne en dehors de conseillère générale. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai eus. Ils m'ont donné aussi toutes les qualités qu'ils pouvaient me donner à tout point de vue. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour savoir m'accrocher, de ne jamais donner quelque chose pour impossible. Tout ça, je pense qu'ils sont tous les deux des hommes avec une énorme discipline, tous les deux. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Alors vous avez mentionné à plusieurs reprises le nom de Garayal, Raymond Garayal et son fils Jean Garayal. Ça a été vos mentors pendant toute votre jeunesse? Oui, un petit peu Jean-Claude Arismendi dedans, qui était un peu plus jeune. Mais Raymond est celui qui m'a appris mon golf. Je me souviens, sur le terrain de Chantaco, devant le tee du 1, il n'y avait pas de practice à l'époque, ça n'existait pas. Donc je tapais des balles jusqu'au premier bunker au milieu du parcours et j'essayais d'arriver au premier bunker quand toute jeune, en 8 ans. Il y a d'ailleurs des photos sur la page web que vous avez dû voir avec ces élèves de l'époque qui étaient un des Montréal, pas Gaëtan, mais Jacques, qui était un grand ami. Il y avait les Fressino, il y avait Alexis Godillot. Non, Alexis, je crois pas, n'était pas un de ses élèves. Mais enfin, il venait ici jouer tant qu'enfant. Et France Boulard aussi, qui était une de ses élèves. Et Raymond Garayal. Alors, en dehors d'eux, Jean Garayal, évidemment, m'aidait surtout parce qu'il faisait jouer ses alliances, qui était une expérience formidable. Il y avait Kiki Larech, qui est un homme bien connu ici à Chantaco, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, mais qui m'accompagnait le dimanche matin, parce qu'il travaillait en dehors. Donc le dimanche matin, on partait à 9h du matin, et je faisais des parties souvent, dès que j'ai pu le faire, même avant probablement. Il me faisait des boîtes arrière, et avec des amis à lui, et donc je jouais 18 trous avec des hommes de haut niveau. Lui avait 3 de handicap, donc il connaissait beaucoup le golf. M'a appris beaucoup d'approches, de coups variés et m'a sûrement aidé. Et j'ai eu la chance qu'au moment du championnat du monde, il a bien voulu monter à Paris, comme on dit, et faire mon cadet pendant ce championnat du monde, ce qui m'a sûrement énormément aidé. Alors nous voilà en 1964, à la veille de ce championnat du monde. C'est le premier championnat du monde de l'histoire, le premier championnat du monde féminin en tout cas. Est-ce que vous vous souvenez un peu comment s'était faite cette naissance de cette épreuve? Je me souviens que Lali Segar, ou Lali de Saint-Sauveur, comme était à l'époque, était une très grande joueuse évidemment, qui a gagné le British aussi, et qui avait beaucoup de contacts avec les Américains, avec tout le monde du golf, et a eu l'idée de lancer ce championnat du monde, parce que c'était pourquoi les hommes et pourquoi pas les dames. C'était l'époque un peu du boom des femmes en général, et donc elle s'est lancée là-dedans. Elle a eu un succès énorme parce qu'elle a réussi à quand même avoir beaucoup de pays. Je ne sais plus si c'était 17 ou 20, ou je ne sais pas, ça vous le savez mieux que moi. Mais il y a eu vraiment de tous les pays du monde, dans lesquels nous avons retrouvé justement des amis à l'époque de tous les azimuts. Et ça a été un très grand événement, remarquablement organisé. Il y avait des hôtesses qui étaient de toutes des golfeuses qui s'étaient portées volontaires. Et c'était aussi une grande ambiance. Et Saint-Germain, évidemment, un parcours merveilleux. Alors vous nous avez raconté comment vous êtes retrouvé dans cette équipe de France, donc par cette qualification. Vos deux coéquipières, Brigitte Varango, Claudine Cross, vous disiez c'était des joueuses un peu plus âgées, qui étaient déjà des championnes établies. C'était absolument très grandes championnes. Elles avaient été aux États-Unis, jouaient des championnats. Elles avaient 50 plus que moi toutes les deux. Donc évidemment, moi j'étais la petite dernière. Et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à gagner un championnat de France parce qu'elles étaient toujours devant moi. Et bon, jusqu'au moment où je suis arrivée à peu près à leur niveau, j'ai réussi à le faire. Mais enfin,
j'ai pas énormément joué avec elle parce que c'était à l'époque on n'avait pas toutes ces rencontres entre équipes qu'il y a maintenant, ce qui aide sûrement à se connaître et à voir. Après c'est plus à l'époque des seniors où j'ai retrouvé Claudine, on avait beaucoup plus de contacts. Vous les connaissiez déjà un petit peu ou vraiment? Oui, par les championnats, mais pas vraiment en dehors des championnats. Claudine Cross, dans une interview publiée sur notre site il y a quelque temps, déclarait qu'un lien très fort se crée quand on est en championnat. On vit ensemble, on se lève ensemble, on prend les repas ensemble. Vous confirmez ce point de vue? Pour le championnat du monde, non, parce que j'habitais chez mes parents. Et elles habitaient à Paris, on était à Paris, donc je pense chacune habitait. Alors qu'évidemment, quand on était à Mexico ensemble, c'est évident qu'on avait beaucoup plus de contacts à ce moment-là, parce qu'on était dans un hôtel ensemble et on faisait dans les fêtes tout ensemble. Alors la première édition, vous le disiez, avait été un grand succès. Il y avait 25 pays qui ont participé à ces premiers championnats. Des grandes nations de golf, évidemment, comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Écosse. La plupart des pays d'Europe, bien sûr, et puis des contrées un peu plus exotiques comme l'Argentine, le Japon, les Philippines, le Chili. L'Australie. L'Australie, bien sûr. C'était quoi l'ambiance un peu dans ces championnats? Très sympathique, c'était merveilleux. Moi, je les connaissais pas beaucoup parce que j'étais très jeune, 19 ans, je n'avais pas eu le temps de jouer. Les Anglaises, je connaissais bien. Les Américaines, je les avais vues un petit peu au championnat de Grande-Bretagne avant. Et puis, mais j'ai fait beaucoup d'amis à ce moment-là, après ça, j'ai retrouvé dans beaucoup de tournois. Donc, c'était très sympathique. C'était aussi une belle réussite au niveau du public. Je crois qu'il y avait beaucoup de monde à Saint-Germain. Ça a été très suivi, ces championnats en France, dans la presse? Pour l'époque, oui, parce qu'il n'y avait que 35 000, ou même pas. À l'époque, même pas autant de joueuses. C'était 35 000, je crois que c'était même dans la fin des années 60. Mais donc, il n'y a pas beaucoup de golfeurs, mais ça a été très suivi par les golfeurs. Alors d'un point de vue sportif, ces championnats se déroulaient comme aujourd'hui sur 4 tours et à chaque journée on prenait les 2 meilleures cartes sur les 3 joueuses pour faire le total. Et donc vous avez commencé avec un 72 le premier jour, meilleur score. Après un 71 le deuxième jour, meilleur score à nouveau. Vous jouiez un golf incroyable et la France était en tête. Comment vous vous sentiez à ce moment-là, après ces 2 premières journées, vous vous souvenez? Je sais que j'étais très contente. Mes parents qui étaient évidemment là et lesquels j'habitais chez eux évidemment, essayer de me calmer un peu parce que c'est évident que la tentation à 19 ans, c'est de s'emballer, de se griser, etc. Et je crois que leur expérience m'a beaucoup aidée. Donc évidemment, ça m'amusait énormément. On voit beaucoup les choses très différemment après un certain nombre de championnats. Le premier championnat vraiment très important de ma vie, c'est évident qu'on ne réalise pas tout à fait ce qui vous arrive. Donc, je ne réalisais pas tout à fait. J'ai un peu moins bien joué le 3e jour, et puis le dernier jour, c'était évidemment très, très, très tendu. Mais enfin, je crois que, spécialité, je pense que la plupart des golfeurs, c'est la même chose. Ils peuvent partir tendus et nerveux au tee numéro 1. Et en général, si on est quelqu'un qui est entraîné à jouer des championnats, la tension descend. Ça aide plutôt. Je dirais, en tout cas, dans les champions, je crois que la tension aide, elle fait jouer plutôt mieux. Vous étiez surprise de jouer à un tel niveau? C'était vos premiers championnats d'importance, comme vous disiez. Vous aviez seulement 19 ans. Ça vous étonnait d'être la meilleure, finalement? Oh, la meilleure, oui, c'est pas vraiment la meilleure. Vous savez, c'est un coup ou deux, c'est pas grand-chose. Mais non, je crois pas. Je crois que j'avais des parents qui étaient des grands champions. Donc ça m'aidait aussi à voir qu'un champion, c'est un champion, mais il n'est pas différent des autres. Et je savais que c'était pas facile, qu'il fallait continuer à s'accrocher au maximum. D'ailleurs, il y a eu un épisode au dernier tour, au 16, j'ai fait un 5 par 3, je croyais que j'avais perdu le championnat du monde pour la France, parce que c'était pas pour moi que je jouais, c'était pour la France. Et heureusement, j'ai réussi à m'accrocher quand même bien au 17 et au 18. Et puis je me dis, bon, ils sont en tête, on verra bien. Et puis l'américaine qui arrive derrière, qui aussi a subi les conséquences probablement de la tension. C'est une très grande championne et qui a craqué et qui a fait ce 6 double bogey au 18, qui évidemment nous a donné le championnat du monde.
Oui, vous pensiez vraiment avoir perdu en sortant de ce trou numéro 16 et de ce double bogey, vous pensiez que c'était Je pensais que plié? c'était très difficile. Bon, perdu, on aurait été deuxième, c'est déjà pas si mal, vu que c'était la France. Mais évidemment, de gagner, ça n'a rien à voir. Et puis moi, j'étais quand même très contente parce que finalement, j'ai fini première individuelle avec Carol Sanderson, ex aequo. Donc c'était quand même pour moi merveilleux aussi. Alors dans les articles de presse de l'époque, les journalistes racontent qu'il y a eu un silence de mort quand l'américaine a fait son double bogey au 18, tellement les gens étaient choqués qu'une championne comme ça puisse s'écrouler. Vous vous souvenez de ce moment? C'était fort. Ah, tout à fait. Et je me souviens, j'ai d'ailleurs des photos sur mon site qui sont assez poignantes parce qu'on est avec une tension. Mon père, Jean-Claude Arismendi, qui est juste derrière moi dans la photo, on a les doigts croisés, on se dit, est-ce que c'est possible qu'elle fasse un 6? Et personne n'y croyait. Et bon, elle a fini par faire 6 et nous étions championnes du monde. Alors quelle était l'émotion que vous avez ressentie avec vos coéquipières et votre capitaine? C'était merveilleux. Enfin, c'était évidemment fou de joie, folle de joie toutes les quatre, et ça a été formidable. En plus, c'est à Paris, le premier, et de le gagner contre les Américaines, pour nous, était quand même un peu des monstres inatteignables, et que finalement, c'est ça. D'ailleurs, c'est à la suite de ça que la capitaine de l'équipe des États-Unis, qui était Mrs. Prunery, qui a parlé avec mes parents à cette occasion et qui a convaincu mes parents de m'envoyer jouer le US Open. On connaît la suite. Effectivement, ça a été le point de départ pour vous d'une très grande carrière dans les Oui, années 60, hein, ce sûrement. championnat. Ouais. Mes parents étaient évidemment convaincus, mais d'avoir la capitaine américaine qui me dit qu'il fallait que j'aille aux États-Unis. Il y avait une différence de joueuses et de façon de jouer entre les États-Unis et en Europe. En Europe, on était très contents si on faisait approcher pote au bord du green. Là-bas, tout le monde, à partir de 30 mètres du green, tout le monde essayait d'entrer la balle directement dans le trou. Et une agressivité, bonne agressivité, c'était très différent. Il y avait également la petite balle et la grosse balle, qui étaient assez intéressants, et c'était différent. Je me souviens, je crois que c'est Ben Hogan avec lequel j'avais dîné un soir, et qui me dit, mais la petite balle, on peut pas faire un slice ou un pull exprès avec cette petite balle. Avec la grosse balle, on le fait beaucoup plus facilement. Ce qui était assez extraordinaire. J'avais jamais entendu ça, mais j'en ai fait, c'est le cas. Et donc, il fallait s'habituer également à la grosse balle. Donc, j'ai commencé à jouer avec des grosses balles à cette époque-là pour aller jouer aux États-Unis. C'était obligatoire là-bas. Et donc, ça a été vraiment aussi le début de toute une carrière. Et une carrière qui s'est déroulée finalement toujours sous le statut amateur. À l'époque, en Europe, il n'y avait pas vraiment de joueuses de golf professionnelles. Il n'y avait pas du tout, jusque dans les années 80. Et donc, il fallait... bon, j'étais amateur. Je ne voulais pas non plus renoncer au statut amateur. J'aurais été obligée d'aller habiter uniquement aux États-Unis si j'avais été professionnelle. J'avais tout le plaisir de jouer avec l'équipe de France, qui était pour moi très important aussi. Et donc, très, très amusant. Et puis, bon, j'avais le prix de quand j'ai gagné l'US Open, c'était $5 000. Donc, c'est pas avec $5 000 non plus qu'il fallait changer une vie complètement. Et il fallait le gagner, l'US Open. C'était quand même un énorme championnat. Et c'était beaucoup plus amusant de jouer les championnats en Europe. Et donc, je suis restée amateur. Jusqu'à mon mariage, j'avais que 25 ans quand je me suis mariée, donc très jeune. Donc vous avez disputé ces mêmes championnats du monde 6 fois par la suite, chaque édition sauf celle de 1972. Presque à chaque fois, il y a eu des médailles, 3 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Les compétitions par équipe, c'est vraiment ce qui vous tenait le plus à cœur dans le golf? Ça m'amusait beaucoup, les championnats d'Europe. Il y a eu des championnats d'Europe aussi. Le 72, je n'ai pas joué parce que j'étais enceinte. Tout simplement. Mais j'ai joué toutes les fois, et je dois dire, un petit peu moins entraînée forcément, parce que j'ai quand même des enfants en 71, en 73, en 74, une fausse couche en 73, en 77 et en 80. Donc c'était difficile aussi, mais j'ai réussi à quand même les jouer tous, et avec beaucoup de joie chaque fois, avec des différentes partenaires. Ça changeait. Claudine s'était mariée, donc elle n'était pas disponible. Il y a eu Anne-Marie Pally, bien sûr, qui était une très grande championne. Il y a eu Marie-Laure de Lorenzi.
Il y a eu Marie-Christine Hubal-Boquet, qui a joué aussi dans certains championnats. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de très très bonnes joueuses. C'était toujours très amusant et passionnant. C'était le plus beau tournoi à l'époque par équipe dans le monde. Et il y a eu, comme je disais, beaucoup de médailles. Vous avez failli le gagner encore une deuxième fois ou à chaque fois c'était J'étais première individuelle en Australie, mais nous n'avons pas gagné. Au Mexique, nous avons joué bien aussi, mais nous n'arrivions pas tout à fait à gagner les autres. Et bon, Madrid aussi. Madrid, j'étais peut-être un peu responsable que nous ne gagnions pas, mais j'étais en fait enceinte de ma première fille. Sans le savoir, parce que c'était au bout d'1 mois après mon mariage, et j'étais enceinte, peut-être un peu fatiguée aussi. Alors les prochains championnats du monde, Catherine Lacoste, auront lieu en France, vous le savez, l'été 2022. Est-ce qu'il y a un message ou un mot que vous voudriez transmettre aux joueuses et aux joueurs qui nous représenteront? Je crois qu'il faut dire croyez-y. Je crois que ne baissez jamais les bras, même à n'importe quel moment du tournoi, avant, après, croyez-y, souriez à la balle. Ça, c'est très important. Je pense que quand mon père me disait toujours souriez à la balle, elle entrera dans le trou. Donc je crois que c'est très très important. Les joueurs qui jouent trop sérieux, c'est pas bon parce que on se tend beaucoup, alors que le sourire aide à se détendre un petit peu aussi. Merci Catherine Lacoste d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Merci à vous, ça fait un plaisir de vous voir et raconter tous mes beaux souvenirs. Plaisir partagé et merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau jour de gloire du golf français.